Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. On va faire un petit tour au niveau des marchés américains et on va regarder aussi au niveau des saisonnalités. Alors on va commencer par le S&P 500. Donc là déjà je voulais vous montrer sur la grande photo, vous voyez ici donc ce grand canal ici qu'on est allé tester plusieurs fois, le haut de la ligne de tendance qui se trouve ici. En fait, on a réussi à le casser il y a 3 4 mois, hein. Donc là, on est vraiment dans une forte tendance haussière parce que c'est un niveau qu'on n'avait pas réussi à casser en 11 ans. Donc très forte tendance haussière depuis qu'on est passé au-dessus. Donc là, si on regarde au niveau du daily, c'est pareil. Si on regarde par exemple ici, vous voyez, on avait une zone de compression qu'on peut voir comme ça. Et là, on vient juste de clôturer vraiment, on reste juste au-dessus de cette zone-là de compression. On a réussi un petit peu à clôturer au-dessus. Donc là, ça stagne pendant quelques jours. Donc là, pour l'instant, c'est toujours bullish, hein, on va pas se mentir. Les plus bas sont toujours plus hauts et les plus hauts sont toujours plus hauts, ça persiste. Donc pour l'instant, c'est toujours aussi à ce niveau-là. Donc là, ce qu'il faut surveiller en fait, c'est que vraiment c'est le bas de ce canal ici, si on réussit un petit peu à le casser, à clôturer en dessous ici, ça engendrerait un petit peu plus donc de correction, potentiellement beaucoup plus de volatilité si on arrive à clôturer sous vraiment ce bas du canal ici, qu'on a maintenu comme vous pouvez constater pendant une très longue période de temps. Donc là, si on arrive à casser en dessous, là, ça risque de créer une plus longue période de volatilité. D'ailleurs, je vais juste aller regarder à ce niveau-là qui pourrait donc... Vous voyez ici, comme ça. Donc, je ne dis pas qu'on va descendre jusqu'ici, mais justement, je voulais... Donc, si on arrive à casser, vraiment à clôturer en dessous ici, déjà, on pourrait aller tester ce niveau-là. Et puis là, si vraiment on casse ce niveau-là, là, par contre, ça va créer beaucoup de volatilité sur les marchés parce qu'on pourrait partir pour un 10% de correction. Donc là, pour l'instant, tant qu'on maintient au-dessus, il n'y a pas de signe encore de retournement majeur. Donc là, pour l'instant, on ne va pas précipiter les choses, mais ça peut arriver, c'est une éventualité. Donc là, pour l'instant, on peut aller... vous voyez ici, c'est un haut du canal aussi, c'est une autre ligne de tendance qui nous donne à peu près, un point de haut, si ça continue à maintenir au-dessus cette trendline-là. Et ensuite, il faudra regarder, donc comme je disais, en dessous de cette trendline-là, vraiment, on irait au prochain. Et ensuite, si on arrive à vraiment clôturer en dessous de ça, là, ça risque de créer vraiment de la volatilité au niveau des marchés. Donc là, le VIX, c'est vrai que le VIX est toujours sur un niveau support ici. Donc là, c'est vraiment un support majeur. Donc c'est vrai que c'est un petit peu toujours délicat au niveau des marchés quand c'est sur ces niveaux-là. Donc il faut faire quand même assez attention parce que les retournements peuvent être assez durs. Sinon, au niveau des saisonnalités, donc les saisonnalités, en fait, ce sont des patterns qui reviennent vraiment à chaque année, un peu comme des saisons, comme vous savez, on a l'hiver, l'été, le printemps. Et bien sur les marchés, on a à peu près aussi des patterns qui peuvent revenir suivant la période de l'année. En fait, c'est les tendances qui se répètent le plus souvent au cours d'une période de l'année. Donc, c'est calculé sur plusieurs années et on regarde en fait qu'est-ce qui ressort le plus, la tendance qui ressort le plus, les patterns qui ressortent le plus sur une certaine période de temps. Donc là, quand on se base sur les saisonnalités, donc des fois c'est juste, des fois pas forcément, hein, c'est pas non plus du 100%. Mais on peut voir qu'il n'y a pas grand-chose, vous voyez, au mois de septembre, il n'y a pas forcément grand-chose à ce niveau-là. Mais cependant, si on regarde, vous voyez ici, il y a toujours l'indice de la volatilité qui est ici entre juillet et octobre, donc beaucoup plus sensible en temps normal. Donc là, vous voyez aussi, par exemple, ça c'est une saisonnalité pour les premières années présidentielles. Donc là, on peut voir aussi que entre août et novembre, c'est toujours un tout petit peu plus délicat. Cependant, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, mais c'est juste que ça, c'est ce qui ressort dans les saisonnalités. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de signe à ce que ça va se passer exactement comme ça. Il faudrait vraiment, comme je disais, des clôtures beaucoup plus démonstratives d'un retournement. Pour l'instant, ça reste encore haussier sur la photo. Donc tant qu'on n'a pas de clôture en dessous, on ne va pas forcément anticiper ce genre d'événement. Donc voilà. Sinon, au niveau des saisonnalités, on regarde au niveau des secteurs, quels sont les secteurs qui sont les plus
pendant octobre, novembre, les plus, plus sensibles de monter. On a la consommation de base, le secteur de la santé et un petit peu les services publics. Et ensuite, vous voyez, à partir de octobre, nous avons les indices, la majorité du temps qui reviennent pour le rallye de fin d'année, puisque les quatrièmes trimestres sont souvent des trimestres très forts en revenus, comme il y a plein d'événements aussi qui participent aux revenus, comme du Black Friday, vous savez, il y a Thanksgiving, il y a Noël, il y a plusieurs événements mondiaux qui font en sorte à ce que donc il y ait des revenus souvent plus importants au sein des compagnies, donc ça se ressent un petit peu sur les marchés aussi. Donc ça c'est au niveau de saisonnalité au niveau des indices. Sinon au niveau des secteurs, comme je disais, consommation de base, on peut aller voir rapidement consommation de base, qu'est-ce que ça a fait aujourd'hui. Bon oui, ça continue, vous voyez ici, de monter. À ce niveau-là, donc là on est sur une résistance. Au niveau de par exemple les services publics, qui est l'électricité, on voit aussi la reprise après la petite correction ici. Donc ça aussi, on voit que le secteur il respecte ses saisonnalités à ce niveau-là. Et ensuite, le secteur de la santé, on va regarder aussi. Donc voilà, ce sont des secteurs qu'on peut voir aujourd'hui superforment par rapport au S&P 500 qui ne fait pas grand-chose, comme vous pouvez constater ici. Donc voilà, ça pour l'instant, ça respecte au niveau des saisonnalités. D'ailleurs, on peut regarder au niveau des performances. Year to day, bon, le secteur financier a quand même fait beaucoup de performances année à date. Communication aussi, secteur énergie aussi. Le secteur des actifs réels, oui, beaucoup c'est le plus performant année à date pour la simple et bonne raison qu'il y a eu beaucoup de spéculation cette année au niveau de l'inflation. Et les actifs réels restent en quelque sorte des protections contre l'inflation. Donc c'est pour ça que ça a autant monté cette année. Donc ensuite, on peut regarder au niveau du secteur technologique. Nous sommes à 22%. Je crois que le S&P 500 aussi est à 22% année à date. Donc on se retrouve à peu près approximativement à la même moyenne. D'ailleurs, on peut regarder par exemple au niveau des performances annuelles au niveau du secteur technologique. On peut voir que ça tourne aux alentours de 22% sur les 10 dernières années. Et ensuite, si on descend, on peut aller regarder. Donc ça, c'est le return. Les returns sur 5 ans est de 29%, les 5 dernières années. Sur les 3 dernières années, donc c'est des performances qui sont annualisées. Donc c'est par année, mais sur les 3 dernières années. Donc là, 29%, 29%. Et sur 10 ans, on reste vraiment dans une moyenne régulière, mais sous les 5 et 3 dernières années, on est en dessous des performances actuellement année à date. Au niveau du S&P 500, par contre, on est quand même un petit peu au-dessus à ce niveau-là. D'ailleurs, le secteur aussi qui est un petit peu en arrière, c'est le secteur de la consommation discrétionnaire. Consommation discrétionnaire qui est ici, vous voyez ici, est à 14% année à date et que généralement ça tourne aux alentours de 18-20%. Donc là on peut le voir par exemple si vous mettez le S&P 500 et que vous comparez donc avec ce secteur-là, secteur discrétionnaire, on peut voir qu'on est quand même en dessous pas mal depuis année à date. Donc je vais juste, par exemple, aller mettre ça sera plus simple. Voilà. Vous voyez ici, le S&P 500 plus de 22% et le secteur discrétionnaire est quand même un petit peu en dessous année à date. Alors que le secteur discrétionnaire, en général, tourne aux alentours de 18-20% par année. Donc dans le secteur discrétionnaire, vous avez Amazon. Vous voyez qui sous-performe déjà le secteur lui-même. Il sous-performe aussi le S&P 500. Vous voyez ici. Vous avez aussi Tesla. Bon, Tesla a eu des performances très élevées année à date. Donc, enfin pas année à date, les années précédentes. Donc c'est peut-être pour ça aussi ça stagne pas mal cette année. Cette année, on est encore aux alentours. Alors attendez, je vais juste voilà un peu plus pour que ça soit. On est aux alentours de 5%. Donc c'est vraiment peu sur Tesla sur ce qu'on a l'habitude d'avoir dans le passé. Mais sinon, par rapport à son secteur, c'est pareil. Il sous-performe actuellement. Donc ça peut être des performances à aller chercher dans le futur sur le long run si ce sont des bonnes sociétés. Bon, il faut savoir que ce sont des sociétés qui coûtent cher aussi. Donc 3400 et quelques dollars pour Amazon, c'est quand même assez cher. Donc c'est peut-être pour ça aussi ça stagne autant. Un split ferait vraiment largement du bien sur cette compagnie-là. Ça, c'est radical à ce niveau-là. Donc ça, c'est au niveau des performances
On peut les voir d'ailleurs ici. Vous voyez par exemple, performance long terme. Si je prends Amazon, sur les 5 dernières années, 35-20%. Et là, vous voyez, comme je disais, on est à que 5%. Et au niveau de Tesla, par exemple, donc si on reprend au niveau de Tesla ici, on est sur des grosses performances les années précédentes. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça ralentit un petit peu. Mais cette année, c'est très peu au niveau de Tesla. Comme je disais, Tesla, hop. C'est très peu par rapport à ce que ça fait habituellement. Donc c'est un peu un stock oublié en ce moment. Il y a d'autres émergences comme la crypto. Mais ça, c'est pour regarder un petit peu individuellement quels sont les stocks qui sous-performent actuellement. Donc ensuite, on peut regarder, comme je disais tout à l'heure, les secteurs qui actuellement sont les secteurs les plus, qui sont plus dans une saison, comme on dit ici. Donc nous avons Walmart, par exemple. Walmart a fait seulement 3% cette année, alors que Walmart est ici. Vous voyez, à peu près annuellement, il fait 17%. Donc là, actuellement, Walmart est pas mal en sous-performance, déjà par rapport donc, à ses performances annualisées et aussi par rapport au secteur généralement. On a aussi Costco, par exemple. Costco, lui, il a quand même pas mal performé cette année. Costco, je vais le mettre, vous voyez, en bougie, par exemple. J'en avais parlé, j'avais fait complètement une vidéo de l'étude de la compagnie, comme quoi c'est une très bonne compagnie, j'avais fait ça vers mars-avril et il y a eu vraiment plus de 20% depuis justement la vidéo, donc très bonne compagnie, j'avais analysé la compagnie, des chiffres très stables et puis Costco, il faut savoir qu'il y a toujours du monde qui va acheter à Costco, surtout en Amérique du Nord, c'est quand même très connu. Donc là, si on regarde Costco, actuellement, a fait 23%. Par rapport à son secteur, c'est sûr qu'il sous-performe, mais ça reste quand même une société assez solide à ce niveau-là. Après ça, dans les consommations de base, vous avez Pepsi aussi, qui sous-performe un peu son secteur actuellement. Si on prend par rapport à janvier, vous avez aussi Coca. Donc ce sont des compagnies qui offrent aussi des dividendes un peu plus intéressants. Donc Coca sous-performe aussi son secteur. Donc vous voyez ici par exemple si je vais dans les top holdings de consommation de base, vous voyez Walmart, Pepsi, Coca, PG, on peut aller regarder aussi, il y en a beaucoup qui sous-performent le secteur d'ailleurs, vous voyez PG aussi sous-performe son secteur, donc il y a quand même encore des potentiels et Walmart reste vraiment en arrière aussi. Donc celui qui fait vraiment actuellement vraiment beaucoup plus que le secteur, c'est vraiment Costco, 20% versus 8% du secteur. Donc voilà, ça c'est au niveau des performances, au niveau donc des secteurs. Je fais ça, c'est plus pour faire du stock picking parce que parfois c'est plus difficile par exemple d'aller trader les indices qui font des nouveaux plus hauts. On essaie de chercher des performances actuellement, des secteurs qui n'ont pas encore su-performé ou des titres qui sont encore en dessous. Quelles sont les saisonnalités pour un petit peu regarder qu'est-ce qui pourrait être intéressant éventuellement. Au-delà de ça, les secteurs, enfin pas les secteurs, mais ce qui est plus intéressant en ce moment, c'est vraiment tout ce qui est crypto-monnaie. C'est là où il y a un peu plus d'animation. Alors je vais juste revenir sur quelque chose de régulier. Voilà, ça je vais l'enlever. Hop, voilà. Donc on va regarder au niveau du Bitcoin, on est toujours ici sur le point pivot ici. Donc le niveau 50 000 est quand même très important, puis on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Mais par contre, si on arrive à clôturer au-dessus, là, qu'on arrive à vraiment casser ce pivot central-là, ça risque d'être assez intéressant pour aller donc tester les derniers plus hauts qui se trouvent donc vers ces niveaux-là dans un premier temps et sous ce niveau-là dans un second temps. Je vais mettre ça plus ici, voilà. Déjà, dans un premier temps, ça pourrait faire une belle performance. Ensuite, au niveau de l'Ethereum, c'est celui qui est le plus intéressant. Après ce triangle ascendant-là que j'avais mis sur Twitter aussi, la cassure était magnifique. Super belle performance, donc là pour l'instant il y a des probabilités, plus grandes probabilités à ce que ça continue dans le même sens, étant donné qu'on a eu une cassure très puissante de ce triangle haussier là, au niveau de l'Ethereum. Aussi, j'avais partagé ce graphique qui est très intéressant, qui concerne donc les poil multiple. C'est un indicateur en fait au niveau des cycles. Donc là, on peut regarder par exemple au niveau du poil multiple, la zone jaune. En fait, c'est la zone en quelque sorte du milieu de quand on fait des tops sur un milieu de cycle.
Donc là, par exemple, vous voyez, on va aller sur le BTC-USD. Ici, on était dans la zone jaune qui normalement dit qu'on est sur un top d'un milieu de cycle. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Et la zone rouge, en fait, est la zone généralement de top de fin de cycle. Et les zones vertes sont quand même correctes pour des achats à long terme, pour du holding. Ah oui, dernière petite chose que je voulais mettre en avant, c'était au niveau des performances. En fait, qu'est-ce qui est pricé actuellement? Ce qui est pricé actuellement jusqu'à fin décembre en fait. Donc les gens je peux constater que les gens se sont beaucoup protégés. Par exemple, si vous prenez une correction de 10% du prix actuel, donc là actuellement 10% du prix actuel, ça donne à peu près vers 407 et le prix de l'option coûtait $600. Par contre, un plus 10% sur l'indice, par exemple, de l'autre sens, de l'autre bord, pour un call, ça a coûté $77 pour ça. Donc les gens envisagent beaucoup plus. Il y a certainement une forte demande au niveau des puts. Déjà, les puts sont naturellement plus élevés que les calls. Mais là, il y a quand même une forte demande pour les puts parce que c'est pratiquement 6 fois plus cher qu'un call. Donc généralement, c'est plus cher, mais c'est pas non plus... voilà. Là, on sent, c'est parce que là, on a fait déjà 22% cette année. Donc les gens n'envisagent pas un 10% de plus, ils envisagent plus un 10% de moins. Et en fait, mon point là-dedans, c'est pas forcément ce qui est pricé ce qui va se passer en fait. Donc là, c'est pas parce qu'on a des puts qui sont 6 fois plus chers que c'est forcément une chute des marchés qui va arriver sur les marchés. Parce que là, actuellement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui attendent qu'il y ait cette chute-là parce que justement, on a fait 22% cette année. Donc, c'est pour ça que les puts sont beaucoup plus chers. Mais comme je disais, c'est pas forcément parce que c'est plus cher que ça va se passer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine.